Il y avait une revanche entre le Thunder et les Nuggets et cette fois-ci, c'est Denver qui l'a emporté sur Oklahoma City après le match de la veille, gagné par Oklahoma City, pardon. Là, les Nuggets l'ont emporté 140-127. Et du coup, ma question, Shai, est-ce que maintenant on doit retourner le problème et dire est-ce que c'est maintenant Jokic le MVP vu qu'il a gagné cet affrontement avec Shai Gilgeous-Alexander? D'ailleurs, on en est à 2-2 sur la saison entre les deux équipes. Les candidats au MVP, justement, Jokic, 35 points, 18 rebonds, 8 passes. Et du côté de Shai Gilgeous-Alexander, 25 points et 7 passes décisives. Tu sais que hier j'avais oublié qu'ils se rejouaient dans la foulée et que du coup il y avait encore moins d'intérêt à décréter que la performance de Shea validait forcément un titre de MVP. Non, voilà, vraiment je veux passer à côté de cette question-là, même si là Jokic a répondu. Hein, si toutefois on pouvait considérer que son match était moins bon la veille, il a fait un excellent match. J'ai dit 35 points, 18 rebonds, 8 passes. Il a été moins gêné par OKC que la veille, assez clairement aussi. Et Denver a fait une super deuxième mi-temps globalement. Et moi, ce que je retiens, c'est la qualité de ces affrontements-là, de la qualité des deux équipes. C'est les deux équipes de l'Ouest que j'ai, je pense, le plus envie d'aller voir en finale de conférence peut-être, sans vouloir manquer de respect aux Lakers, Rockets, Grizzlies et autres prétendants. Mais il y a voilà, les petits ajustements d'un match à l'autre, les petits faits de match aussi, parce que le Thunder perd Jalen Williams dans le deuxième quart-temps, s'est blessé à la hanche, la fameuse deuxième option décisive dont on parlait hier, et puis même un peu dans le CQFR bonus d'hier après-midi. Non, ça ne détermine pas le titre de MVP, non, ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre des équipes a un avantage psychologique non plus, juste c'est des rencontres de qualité entre des équipes de qualité qui, et ça je l'aime beaucoup, se respectent énormément. La manière dont elles parlent l'une de l'autre et dont les joueurs majeurs parlent les uns des autres, je trouve ça top. Alors Jokic a jamais versé dans le Embiid bashing à l'époque ou la critique quand il y avait la campagne pour qu'Embiid soit MVP ou la campagne pour que lui-même soit MVP. Il le fait à nouveau pas avec Shea et il a dit que c'était un joueur exceptionnel et que il tiendrait absolument pas rigueur aux gens de voter pour lui pour le MVP. Michael Malone a dit moi j'ai jamais vu personne arrêter chez Gilgeous-Alexander en 1 contre 1. Christian Brown a dit il est beaucoup trop fort, c'est trop dur, on peut pas gérer tout seul un joueur comme ça, il faut le limiter autant que possible, il est admirable, enfin bref. Ce sera peut-être un peu trop angélique pour les gens qui aiment la castagne, mais c'est deux équipes très fortes qui se respectent et qui à mon avis seront pas très loin du compte quand même à la fin de la saison. Donc voilà ce que j'ai encore bien aimé dans ce match, la deuxième période des Nuggets. Jokic, j'étais un peu, pas inquiet, mais avec ce qui s'était fait au coup de la veille et qui, à mon sens, avait quand même un peu diminué sa capacité à être performant. Il a tout de suite, il a pas été gêné, il a été très bon et les Nuggets l'ont porté. Ouais, énorme adresse des Nuggets, hein. 60% au tir, 56% à 3 points contre le Thunder, qui plus est l'une des meilleures défenses de la ligue. C'est très très fort d'avoir autant de réussite. Ça explique pour beaucoup ce succès, on va pas se mentir, parce qu'au-delà de Jokic, il y a 34 points de Jamal Murray, il y a 16 points de Peyton Watson, 14 points de Christian Brown, 16 points de Russell Westbrook, 17 points de Michael Porter Jr. Donc vraiment un impact de tout le monde. La deuxième mi-temps a été déterminante, tu l'as dit, notamment le Money Time. Denver a dominé dans le Money Time. Jalen Williams, il est sorti au bout de 14 minutes. Ouais, blessure à la hanche. A surveiller la hanche d'ailleurs. Il était déjà à 12 points, 6 passes. Derrière, c'était plus compliqué pour OKC. Malgré le gros match de Luguentz Dort qui a mis 8 paniers à 3 points, quand même, c'est bien. Je disais hier c'était pas un mec qui allait mettre ses 3 points. Bon, Tu l'as dit en playoff, t'as dit en playoff. Ouais, parce qu'il fait une grosse saison régulière. Là. Il est à 39% de réussite sur l'ensemble de la saison régulière. Mais oui, très très belle victoire de Denver et je partage tout ce que tu as dit. Je noterai aussi que Jokic a quand même dit, il a subtilement milité pour le MVP. Il a dit je joue le meilleur basket de ma carrière. Donc si c'est assez, c'est assez. Si c'est pas assez, tu vois, une manière de dire bah là c'est là où j'ai été le plus fort dans toute ma vie. Donc c'est le moment de me donner le MVP. Je pense qu'il est honnête. Hein. Mais oui, mais je pense aussi que s'il l'a pas. Ça va pas. Ça va pas lui changer son truc, hein, parce sinon ils vont encore devoir, et ça arrangera la NBA, parce qu'ils vont pas devoir lui amener en fin de quand il sera en Serbie, alors qu'il y aurait les playoffs à disputer pendant qu'il est en train de faire courir ses chevaux. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir assez évité ça. Est-ce que t'as vu, je pense à un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que t'as vu la stratégie du Thunder pour essayer de freiner le rythme de relance des Nuggets? Parce que personne ne comprenait pourquoi pendant tout un pan du match, il y a Dillon Jones, donc pas un joueur très très en vue à OKC, il est mis sur la table de marque comme s'il allait entrer, ok.
Et parce qu'en fait, je repars du point de départ. Daigneault trouve que les arbitres laissent trop facilement les Nuggets jouer vite, relancer vite. Et donc, il met un joueur qui en fait va pas du tout rentrer près de la table des arbitres pour que les arbitres vérifient obligatoirement, comme ils sont obligés de le faire, si le joueur va bien entrer. Du coup, ils peuvent pas donner le coup d'envoi pour la relance. Et après, Jones dit non, je rentre pas. Et du coup, ça freine et le Thunder a besoin peut se relancer. Donc, c'est un peu confus, c'est un peu ça peut sembler anti-sportif, mais Daigneault a expliqué que c'était une stratégie à laquelle il avait songé depuis quelques temps. Pas mal, amusant. En tout cas, je te rejoins aussi sur ce que tu avais dit. C'est clairement, je pense, les deux meilleures équipes de la conférence Ouest. On verra si on les retrouvera en finale de conférence. Il y a d'autres prétendants, mais ces deux-là ont de sacrés atouts à faire valoir. On peut enchaîner avec une autre équipe de la conférence Ouest et une défaite surprise et même une défaite vraiment décevante de la part des Lakers. Les Lakers qui ont perdu contre les Nets 111-108 en faveur de Brooklyn. Alors Los Angeles avait effectivement beaucoup d'absents, que ce soit LeBron James, Dorian Finney-Smith, Jackson Hayes, Rui Hachimura. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas une excuse. D'ailleurs, J.J. Redick a dit la même chose. Il était furieux après le match. Parce que bon, tu joues quand même contre les Nets. Luka Doncic fait un triple-double. 22 points, 12 rebonds, 12 passes. Mais à 8 sur 26 au tir, quoi. Et 3 sur 14 pour Austin Reeves, qui pareil frôle le triple-double. 17 points, 8 rebonds, 10 passes. Mais les deux ont été très, très, très maladroits. Ouais, là, pour le coup, le triple-double est pas... Enfin, oui, c'est toujours impressionnant de faire un triple-double, mais ça dissimule pas la maladresse. Il a failli quand même être clutch en fin de match parce qu'il ramène les Lakers à 2 points sur un tir de loin. Il les ramène à 2 points, mais derrière, il y a Clowney qui marque avec la faute et le match est plié. Ouais, décevant les Lakers. Ces Lakers diminués, certes, mais contre une équipe de Brooklyn qui en roue libre, on l'a déjà dit plusieurs fois, qui avait perdu leurs 7 derniers matchs, je crois, Brooklyn. Et là, ils se sont offert une petite victoire de prestige qui est un peu embêtante aussi au classement parce que les autres ont globalement gagné. Hein. On va en reparler pour ceux de derrière, mais les Nuggets ont gagné et derrière ça ne traîne pas non plus. Donc, mauvaise opération pour les Lakers sur un match qui était très 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 gagnable même dans ces circonstances-là. Ouais, puis depuis l'arrivée de Luka, il y a quand même eu une défaite contre le Jazz, une contre les Hornets Charlotte, et ouais. une contre les Nets. Voilà, c'est des petites tâches. Après, on avait dit que le mois de mars, ça va être un révélateur pour Los Angeles et un mois compliqué avec beaucoup, beaucoup de matchs à jouer. Si en plus, il y a pas mal d'absences, c'est compliqué. Là, dans le 5 majeur, il y avait Alex Len, Dalton Connect. Mais voilà, comme je disais, c'est pas tout à fait une excuse. Il y a un moment, c'est le moment moi, où j'attends le plus Luka, c'est là où LeBron n'est pas là. Justement, qu'il puisse hausser le niveau au scoring finalement et du coup en termes de réussite au tir, ça va être une période importante. Atlanta a battu Philadelphie 132-123 avec un bon Zaccharie Rizaché, le français qui s'est illustré. Il était sur 2 matchs un peu transparents. Là, 22 points, 8 rebonds, 9 sur 16 au tir. J'ai envie de vérifier ce qui fonctionne pas mieux quand il manque Trae Young, mais quelque part ça a du sens parce que quand il n'y a pas Trae Young, Trae Young est quelqu'un qui prend beaucoup de tirs, donc c'est un peu mieux réparti. Là, il a eu 16 cartouches, c'est celui qui a le plus shooté hier. Il a tout mis en première mi-temps par contre. Hein. Il a été très adroit, 20 points en première mi-temps, donc 22, 8 rebonds, 25 points, 6 rebonds, 9 passes pour Dyson Daniels. Et victoire des Hawks contre les Sixers, menée par les 35 points de Quentin Grimes qui continue d'enchaîner. Lui se fait plaisir, il se dit bon, perdu pour perdu, je me fais plaisir. Exactement. Juste sur ce match, 7 points, 3 rebonds, 4 passes de Gershon Yabusele. Les Celtics ont battu le Jazz 114-108 avec 33 points de Sam Hauser, 9 paniers à 3 points. C'est le 4e joueur des Celtics cette saison à marquer 9 3 points au plus. Sachant que dans le lot, je pense qu'il n'y a ni Porzingis. C'est Tatum et les deux de la dernière fois dont on a parlé, White et Pritchard. Exactement, donc il n'y a ni Porzingis ni Brown qui sont a priori aussi capables de le faire. Vraiment, Boston, c'est vraiment c'était jamais arrivé un 4 mecs de la même équipe qui marque 9 paniers au moins une fois dans la saison, c'est jamais arrivé, donc c'est une équipe qui shoot beaucoup Boston, mais tu vois là il y a Tatum qui est laissé au repos, Hauser qui est mis dans le 5 et il arrive et fait record en carrière, certes que c'est que contre Utah, hein, mais quand même c'est impressionnant. 5e victoire de suite pour Boston. Tu parlais rapidement de Porzingis. Il a communiqué sur son absence. Il a un virus qu'il n'arrive pas à déterminer ce que c'est exactement. J'espère que c'est pas le patient zéro d'un truc Zarbi. Hein. On va espérer. Mais en tout cas, il est pas encore proche du retour. Ils essayent de trouver ce qu'il a.
Il y a du temps, c'est pas grave, mais c'est pour expliquer que c'est pas un problème musculaire ou une inquiétude sur autre chose de plus traditionnel, c'est un virus pour Porzingis. Yes. Autre match avec la victoire de Charlotte, deuxième victoire de suite des Hornets qui ont battu le Heat 105-102. Miami qui a encore gaspillé une grosse avance. Le Heat menait de 17 points et juste sur le mois de mars, c'est la troisième fois qu'ils gâchent une avance de 17 points ou plus. Du côté de Miami, une avance gâchée du côté de Miami, c'est terrible. 3 fois en mars, c'est terrible. On est le 11 mars. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout Miami, parce qu'au-delà des 4 défaites, à chaque fois il y a cette avance qui est dilapidée. C'est pas la seule équipe qui gâche des avances, hein, mais les quatrièmes cartons de Miami, je sais pas me l'expliquer. Et je sais pas si Spoelstra est capable de l'expliquer non plus, de le comprendre pour l'instant. Ils s'écroulent, il n'y a plus rien. Ils sont en contrôle du match. C'est souvent à domicile en plus. C'est souvent à domicile les matchs où ils s'effondrent. Parfois c'est à domicile là. Bah voilà, ça a encore moins de sens. Où tu te dis, bon, quand même, avec le soutien du public, s'il y a un coup de moins bien, tu reviens. Là, contre Charlotte en plus, Charlotte qui a pris des roustes quand même récemment. Là, ils prennent 35 points de Bridges, des double-doubles de Mark Williams et LaMelo Ball. Le hit n'est pas rassurant du tout. Moi, j'ai un début d'explication, c'est que souvent le rythme se ralentit, se resserre et les possessions sont un peu plus hachées et centrées sur les stars. Et il n'y en a pas vraiment à Miami. Il y a Tyler Hero qui sait créer des différences, mais c'est tout, en fait. Ballon en main. Donc, c'est tout. À l'échelle élite, parce qu'évidemment, bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui savent créer des différences, mais à l'échelle élite, capable de prendre un match à son compte, il n'y en a qu'un, et c'est pas non plus la star la plus confirmée de cette ligue. Lui-même, Tyler Hero, il a un petit coup de mou par rapport à son début de saison, donc il n'y a personne qui fait la différence. En théorie, ça devrait suffire. Tu dis Tyler Hero, c'est un All-Star, contre des équipes comme Charlotte, ça, tu dis s'il y a un mec... Après, peut-être que le reste, les autres joueurs ne sont pas trop au niveau non plus. Offensivement, LaMelo Ball et Miles Bridges sont plus forts que les mecs du Heat, en fait, pour créer des différences balles en main. Alors, avec Tyler Hero, on peut le mettre dans la même discussion que ces gars-là, mais tu vois, rien que là, de ce côté-là, il y en a deux, tu vois. Enfin bon. 2 points, 2 interceptions pour Moussa Diabaté en 9 minutes. Ouais, t'allais dire quelque chose? Non, j'allais faire mon traditionnel pour Moussa Diabaté, mais maintenant tu l'anticipes. Tu n'oublies jamais de parler du meilleur pivot de l'histoire de l'humanité, c'est très bien. En parlant d'un autre pivot français, Alex Sarr, 16 points, 11 rebonds, 3 contre, mais à 5 sur 19 au tir. Il a pas mal shooté quand même, Alex Sarr, dans la défaite des Wizards contre les Raptors, 119-104. Bilal Koulibaly qui a joué que 8 minutes, il s'est fait mal aux ischios. Il a une petite douleur aux ischios. Du côté des Raptors, il y a 32 points d'Eji Lawson. Ouais, le natif de Toronto qui a cartonné à 3 points. Il y a plein de double-double chez les Raptors, hein. Barnes, RJ Barrett, Orlando Robinson, un joueur que j'aimais bien, qui était à Miami justement, qui faisait partie de ces joueurs qui sortaient de G-League à Miami. Et pour revenir sur Bilal, je sais pas si c'est sur la séquence où je sais pas si t'as vu, mais il s'est explosé la tronche. Et il est sorti direct après. Je sais pas si c'est là qu'il s'est fait mal aux ischios, parce que je pensais qu'il était plus retombé sur le dos ou sur le flanc, mais c'était assez spectaculaire. Et du coup, il a pas beaucoup joué. Après, les Wizards ont été rassurants, hein, c'était pas grave, mais c'était assez spectaculaire pour Bilal. Et normal qu'il y ait eu beaucoup de double-double du côté de Toronto avec beaucoup de rebonds à prendre, hein. Et Washington, ils ont fait 38 sur 105 au tir. 38 sur 105, oui, ok. Chicago a battu Indiana 121-103 avec un joueur qui marche très très bien en ce moment, c'est Josh Giddey, 29 points, 10 rebonds, 4 passes, mais il s'est blessé. Ouais, il s'est fait la cheville à la fin. Ouais. Seulement 28 minutes, mais Josh Giddey, il est en train de faire une deuxième partie de saison ultra spectaculaire. Personne n'en parle, parce que c'est le Bulls, on s'en fout, hein, nous les premiers, on n'en parle pas, mais c'est assez incroyable ses performances en ce moment. Quand on nous avait posé la question sur les joueurs qu'on garderait dans l'hypothèse d'une draft d'expansion un peu remodelée, si on devait garder 2 joueurs par équipe, on gardait Josh Giddey à Chicago, parce que même si à OKC finalement ils ont choisi d'avancer sans lui, c'est quand même un beau potentiel. C'est un mec qui est capable de faire des triple-doubles un match sur 4, c'est un très très bon joueur. Presque à Chicago, ils peuvent juste axer le projet autour de lui, je ne pense pas. Par contre, que ce soit un des visages du futur projet, s'ils arrivent à trouver la figure de pro, ouais. Mais il s'est fait la cheville à la fin du match, donc je sais pas combien de temps il va manquer, mais les Bulls dont on n'arrêtait pas de dire ils auraient bien aimé tanker, mais derrière c'est trop nul. Finalement là ils sont quoi, à 2 longueurs de tout ce que t'as Orlando et Miami qui sont Miami, ils sont à 2,5 de Orlando et Miami, ouais. Bon, ils sont en train de valider leur 10e place au mieux, quoi, au pire.
Et vu le niveau d'Orlando et Miami en ce moment, pourraient presque finir 8e Chicago. Après, j'imagine que si Guidi lâche des matchs, ça va être plus compliqué. Et du coup, Guidi, je suis allé regarder depuis le 1er février, par exemple, j'ai pris une date au pif, hein, mais depuis le 1er février, il est à 21 points, 50% au tir, 48% à 3 points, quasiment 9 rebonds et quasiment 7 passes de moyenne par match. C'est bon, très fort. C'est très bien. Orlando, t'en parlais, a perdu contre Houston 97-84, un match... j'ai envie de dire un match défensif, mais en fait, c'est surtout un match dégueulasse en termes d'adresse, avec deux équipes qui ne savent pas attaquer, mais une un peu mieux que l'autre quand même. 25 points pour Paolo Banchero, 15 points pour Franz Wagner, qui a manqué d'adresse, 20 points pour Jabari Smith du côté des Rockets, les Rockets qui jouent toujours sans Amen Thompson et sans... Il en manque un autre joueur, Fred VanVleet, pardon, je cherchais le nom. Mais voilà, Houston l'a emporté, victoire importante pour Houston, parce que comme tu l'as dit, à l'ouest, c'est serré. Ouais, c'est bien que Jabari Smith soit revenu il y a quelques temps, là, parce qu'avec les blessures qu'il y a, ils ont besoin quand même de personnel, et Jabari Smith reste un joueur talentueux, et avec du potentiel. Là, il met 5 paniers à 3 points, son record NBA, contre une équipe qui est malheureusement dramatique en attaque et à la finition, qui est cette équipe d'Orlando qui est retombée dans ses travers, qui avait fait un match assez surprenant contre Milwaukee sur le dernier match, mais qui a perdu un paquet de rencontres malheureusement dernièrement, et j'ai toujours autant peur pour le... Bon, le play-in, ils y seront, hein, mais pas garanti qu'ils finissent 8 ou 9, c'est ça mon inquiétude. Memphis a battu Phoenix 120-118. Memphis qui tient sans Gigi Jackson. C'est Jaren Jackson Jr. Ils ont Gigi Jackson, justement. 29 points et 12 passes pour Ja Morant. Kevin Durant a raté une occasion de gagner au buzzer pour Phoenix, mais il finit avec 35 points, 26 points de Devin Booker. Ouais, Memphis qui tient plus le choc aussi que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il y a le 3 points de Kevin Durant à la fin qui est pas très loin de faire la décision. Phoenix a eu 16 points d'avance aussi dans le match. Miami n'est pas la seule équipe qui dilapide des petites avances comme ça. Ja Morant intéressant, et Cam Spencer, le rookie, très bien aussi dans le money time, avec une efficacité sur la ligne précieuse. Yes, et il reste plusieurs matchs, pardon. Dallas a battu San Antonio 133-129. Ce qui est marquant sur ce match, c'est qu'il y avait 12 joueurs cumulés sur la sur la liste des blessés. Les Mavs, ils ont joué à 8 et ils ont gagné à 8 avec 26 points de Klay Thompson, 23 points de Najee Marshall, 22 points de Kessler Edwards, 28 points de Spencer Dinwiddie. Les Spurs sont gros libre complet sur cette fin de saison. Mais comme certains l'avaient annoncé, moi je pensais qu'ils gagneraient quand même un peu plus de matchs que ça, j'avoue. Mais du coup, c'est Dallas qui gagne le derby texan. Dallas avait 8 joueurs valides. Ils avaient 8 joueurs valides et ils ont réussi à gagner. Bravo à eux, je ne m'attendais pas spécialement. Bon, les Spurs, tu l'as dit, sont vraiment en roue libre. Et ouais, 4 joueurs à au moins 20 points pour les Mavs, avec leur nouvelle star Najee Marshall qui va finir à 20-25 points de moyenne sur la fin de saison, à mon avis. Golden State a battu Portland 130-120. Alors, il y a plusieurs joueurs qui ont marqué, mais ce qui est intéressant, c'est presque les 15 points, 10 rebonds et 10 passes de Jimmy Butler, avec 3 interceptions. Il y a 24 points de Stephen Curry, 26 points de Gary Payton, qui est bon en ce moment, très adroit en ce moment. Mais voilà, les Warriors, 12e victoire en 13 matchs avec Jimmy Butler. Les Warriors sont toujours 6e. Ne sont pas complètement à l'abri parce que Minnesota est aussi en train d'enchaîner les victoires, mais Golden State, c'est un peu comme on le disait hier dans le podcast de l'après-midi, quoi. C'est une deuxième saison qui a commencé à Golden State. Record perso pour Gary Payton, tu l'as dit, qui est très bien en ce moment. Curry seulement 27 points, mais 24 pardon, mais il a deux longueurs des 4000 paniers à 3 points en carrière. Ça sera évidemment le premier et le seul jusqu'à présent y arriver. Je sais pas si tu as vu hier aussi, c'est une actualité en dehors, hein, mais Curry qui a accepté de devenir assistant GM de son ancienne fac de Davidson. C'est le premier athlète en sport US en activité qui prend un job dans un front office d'une université. Dans l'histoire, c'était jamais arrivé. Bon, il sera là à titre consultatif, mais il va beaucoup déléguer, à mon avis. Voilà, lui-même étant déjà assistant, mais je pense que c'est voilà, pour avoir un petit regard dessus, pour essayer de faire progresser la franchise. Ils n'ont pas fait le tournoi depuis 2022 et ils n'ont jamais été aussi bons que depuis le passage de Curry, avec les exploits durant la March Madness à l'époque.
Et enfin, les Knicks ont écrasé les Kings. Très belle victoire à l'extérieur de New York sans Jalen Brunson. Grosse performance offensive, 133-104, 26 points de 4, justement, 24 points d'OG Anunoby, 21 points de Miles McBride. Très belle victoire du coup quand même de New York contre Sacramento. Ouais, 71 points à eux 3, là, ceux que tu as cités, c'est quand même pas mal. Ils ont limité les Kings, qui est quand même plutôt une bonne équipe offensive, surtout à domicile, ils les ont limités autour des 100 points. Donc belle performance des Knicks, effectivement. On a fait le tour, Shai. On se retrouve de toute façon ce soir pour une late session. Pour ceux que ça intéresse, ça sera en direct à partir de 23h15 sur Twitch. Et évidemment, demain pour un nouveau CQFR. Le deuxième CQFR, ce à quoi il fallait répondre, c'est ça qu'on a fait hier. On n'a pas pris un pod avec un thème hier. On a répondu à une nouvelle salve de questions. C'est disponible sur la chaîne YouTube. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.